Et bonjour à tous, aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo où on va voir comment fonctionnent les infrastructures des groupes APT. APT ça veut dire Advanced Persistent Threat, donc c'est des menaces persistantes. C'est un groupe d'attaquants qui est infiltré dans un réseau en état latent, qui est donc infiltré vraiment silencieusement pendant des semaines, des mois, voire des années, qui prend de l'information, qui capitalise justement l'information, qui récupère des identifiants pour progresser dans le système d'information et qui prend vraiment le temps de bien comprendre, de bien avoir en tête toute l'infrastructure du système d'information qu'il attaque, jusqu'à parfois même mieux le maîtriser que les admins de la société. Et c'est vraiment la plus grosse menace d'aujourd'hui, puisque bien souvent c'est du vol d'informations. Dès qu'on a un grand final, ce qu'on appelle, on a une détonation de ransomware avec du chiffrement de données, avec de la publication de données confidentielles sur internet. Bref, c'est vraiment la chose qu'on redoute le plus aujourd'hui dans la cybersécurité. Cette vidéo elle est dans la continuité de ma dernière vidéo sur Cobalt Strike. J'ai eu beaucoup de retours d'ailleurs sur cette vidéo m'indiquant que c'était quelque chose qui était hors de prix, que peu de monde pouvait utiliser. Effectivement, je suis d'accord avec vous, tout à fait, mais quand on va voir par exemple une émission de voiture, on va pas regarder quelqu'un qui essaye une Citroën C2, on va voir quelqu'un qui essaye quelque chose de haut de gamme, et c'est bien de pouvoir se tourner vers le haut de gamme. Là on parle d'un serveur de contrôle malléable, quelque chose qui est utilisé par les groupes APT, par les Red Team, et c'est bien de savoir ce qui se fait de mieux pour pouvoir avoir conscience déjà, pouvoir mieux se préparer, mieux se protéger, et puis pourquoi pas avoir des bonnes idées pour développer à notre tour notre propre serveur de contrôle. Dans le cadre de réponse à incident, on dit qu'il est toujours très compliqué de faire des attributions, de savoir qui vous a réellement attaqué. Et c'est normal, puisque aujourd'hui on va le voir en fait, dans une infrastructure d'attaque avancée, en fait le serveur qui vous attaque, celui avec lequel vos machines communiquent, vos machines qui sont corrompues communiquent, en fait c'est ce qu'on appelle un serveur frontal, un redirecteur. Et ce serveur frontal, en fait, lui, il va être piloté par un serveur de contrôle, un C2, qui est en fait la base de connaissances, toute l'intelligence qui a été créée par le groupe d'attaquants. Et ce serveur-là, vous n'y aurez jamais accès. Il n'y aura aucune requête, aucune trame, aucun paquet TCP ou UDP ou ce que vous voulez qui sera échangé entre le serveur C2 et votre infrastructure corrompue. Tout se passera au travers du serveur frontal, des serveurs redirecteurs. C'est eux qui vont faire la liaison entre leur C2 de l'attaquant et vos machines corrompues. Tout cela, tout simplement, parce que les serveurs frontales, les redirecteurs, aujourd'hui, en fait, c'est des serveurs jetables. On a beaucoup d'infrastructures cloud, je pense à Azure, je pense à GCP, à AWS, qui peuvent vous faire popper en quelques secondes un serveur fonctionnel, vous déployez un template pour établir une config de redirecteur, et vous avez un serveur prêt à l'emploi pour pouvoir envoyer et recevoir des paquets et interagir avec votre serveur de contrôle. Au niveau de notre infrastructure, j'ai donc le poste de ma victime, c'est un Windows 10 Pro tout simple, sur lequel j'ai déjà mon beacon Cobalt Strike qui est déposé. J'ai également un Wireshark qui nous permettra de vérifier qu'il n'y a pas d'échange de paquets entre ma victime et mon serveur de contrôle. Ici, vous l'aurez compris, j'ai mon serveur de contrôle qui finit par l'adresse 170. Et ici, j'ai mon serveur frontal qui sera le seul élément avec lequel va communiquer ma victime qui se termine par l'adresse 159. Comment va fonctionner l'échange entre le serveur C2 et le serveur frontal? Tout simplement, ici, sur mon serveur frontal, j'ai un service Apache qui tourne, donc un serveur web, qui écoute sur le port 443. Et donc, si je me déplace en /var 3w html, je fais un ls-a, je vois que j'ai un petit fichier htaccess. Et ce fichier htaccess, il est très important, puisque ici, en fait, j'ai de la redirection. Ici, toutes les requêtes qui sont effectuées sur mon serveur web sont redirigées vers le port local 8443. Et ce port 8443, actuellement, il n'y a absolument rien qui écoute sur ce port. Tout simplement puisque ici, sur mon serveur C2, je vais établir un tunnel SSH vers mon serveur frontal. Et ici, je vais lui spécifier que le port 8443 sur mon serveur frontal doit être tunnelé pour être redirigé vers le port 443 de mon serveur C2. Et sur ce port 443, ici, je vais démarrer mon Team Server Image, donc mon serveur de contrôle Cobalt Strike, donc sudo Team Server Image, l'adresse IP de mon serveur C2, donc là c'est une adresse IP interne qui est natée,
un mot de passe, je vais mettre password 1, 2, 3, 4, et un fichier de profil. Ici, j'écoute sur le port 80 pour me connecter à mon serveur Team Server. J'ai bien mon listener en 443 en HTTPS qui est connecté. Et donc, je peux me connecter sur mon serveur de contrôle. Là, je suis directement sur mon C2. Sur mon serveur de contrôle, j'ai ici un listener qui est démarré. Donc, j'écoute sur l'adresse IP de mon serveur C2. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ici, dans HTTP Host Stager, j'ai l'adresse non pas de mon serveur C2, mais de mon serveur frontal 153.159 et ici, si je vérifie, 153.159. Donc, lorsque je vais envoyer des informations depuis mon serveur de contrôle vers ma victime, eh bien, mon listener va se faire passer pour mon serveur frontal. Et lorsque ma victime va me répondre, eh bien, mon serveur frontal va me relayer la requête. Donc, ma victime ne va communiquer qu'avec mon serveur frontal et n'aura jamais connaissance de mon serveur C2. Ici, je peux faire le test. Je vais reprendre ma victime. Je lance notre fichier artifact. Ici, je vois que j'ai un beacon, donc qui est ma victime. Je peux interagir avec. Alors, je vais baisser le sleep à 0 pour le mettre en mode interactif. Je vais faire un getUID. Et ici, si je vais voir par exemple les logs de mon serveur Apache, donc /var log apache2 access, je vois que ici, donc il est 20h12, 21h12. Donc là je suis en UTC, il y a bien eu une connexion effectivement qui a été relayée donc depuis mon serveur frontal, qui a été relayée sur mon C2. J'attends un petit peu, ici effectivement je suis bien connecté sur ma victime, donc à partir de là j'ai absolument tous les droits sur ma victime. Je peux par exemple prendre un screenshot, voilà, j'attends quelques secondes et je vais pouvoir aller voir donc les screenshots. Voilà, on voit que ici donc c'est l'écran de ma victime, hein. J'ai le contrôle complet sur le poste, je peux absolument tout faire, je peux espionner ma victime, vérifier ce qu'il est en train de taper à son clavier, vérifier voler des credentials, etc. Je peux vraiment tout faire. Et à partir de là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans notre capture réseau, notre capture avec Wireshark, ici si je vérifie ip.addr égale avec l'adresse IP de notre serveur C2, donc 98.66.153.170, ici, je n'ai absolument rien. On voit que donc mon serveur de contrôle, hein, dont l'adresse IP est juste ici, hein, 153.170, eh bien il n'y a aucune trame, aucun paquet échangé entre mon serveur C2 et notre victime. Tout se passe par l'adresse 159, l'adresse de mon serveur frontal. Ici, j'ai du trafic TCP uniquement, c'est du trafic chiffré, puisque j'ai une connexion HTTPS, hein, on l'a vu juste ici au niveau de notre listener. Donc tout le trafic est chiffré, et tout le trafic est à destination uniquement de mon serveur frontal. Je n'ai aucune communication avec mon serveur C2. Bref, c'est important de comprendre vraiment comment fonctionne cette infrastructure. Il ne faut pas oublier également que les attaquants peuvent chaîner leur serveur C2, leur redirecteur. Ils ne sont pas obligés d'utiliser même des serveurs, on peut passer par une chaîne de type Google Drive, Discord, VirusTotal même. Dès qu'on a une plateforme d'échange commune, eh bien on peut en faire un redirecteur. Et donc c'est là que c'est vraiment difficile de détecter s'il s'agit d'une connexion légitime ou non. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je sais hein, que Cobalt Strike, c'est pas quelque chose qui est à la portée de tous, mais c'est important justement d'avoir cette visu sur ce qui se fait de mieux pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir nous-mêmes essayer de faire aussi bien, de faire mieux peut-être. Donc voilà, c'est important de regarder même des choses qu'on n'utilise pas forcément tous les jours. Je fais pas mal de pentest, donc je n'utilise pas Cobalt Strike au quotidien, c'est vraiment des outils de red teaming. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir cette vision-là, de savoir comment ça fonctionne. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, portez-vous bien.